Salut mes chouchous, comme je vous avais dit, beaucoup de vidéos avant Brainologie. Je vais vous faire une série de 6 vidéos qui sont pour moi importantes, avec à chaque fois un apport important. C'était la dernière fois sur l'alimentation, une grosse vidéo, et ensuite vous avez vu ma première vidéo sur les recettes. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas les retours ont été plutôt sympathiques, donc merci beaucoup. Cette fois-ci, je vais parler d'un sujet extrêmement important, à savoir notre deuxième cerveau, l'intestin, ce qu'on appelle le système entérique. Grâce à cette capsule aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous puissiez appréhender notre deuxième cerveau, donc l'intestin, d'une façon vraiment différente. Mais je vous rappelle avant ça, il y a dans le lien en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire à Brainologie. C'est une préinscription. La semaine de Brain Week va démarrer prochainement. Inscrivez-vous tout de suite pour pouvoir être sûr d'avoir votre place. Si vous êtes passionné par le cerveau, une semaine complète, des interviews, des vidéos, des webinaires, tout ça gratuit mes chouchous. Inscrivez-vous, c'est maintenant. Le système entérique, c'est un système extrêmement important. Mais dans cette vidéo, pour que je vous explique le système entérique, il va falloir que je vous explique de quoi notre corps est fait. Okay, ce qui se passe après le passage des aliments dans notre tube digestif. On verra aussi c'est quoi ce monde étrange et très particulier qui nous habite à l'intérieur, parce que vous allez voir que nous sommes, il y a des aliens en nous, il y a toute une vie à l'intérieur de nous, et on peut dire que le système bactériologique, les bactéries, c'est encore plus puissant et plus nombreux que le système cellulaire. Donc on a intérêt de le prendre en compte. Okay, et on va voir comment gérer tout ça. Je vais vous expliquer aussi comment vous en protéger. En tout cas, beaucoup de partage. Ces derniers temps, les recherches dans ce domaine sont hyper avancées. Donc on a de grands retours. Et c'est pour moi une chance et une opportunité de pouvoir vous présenter comment ça fonctionne dans votre système entérique. Je vais le faire avec un maximum d'humour, mes chouchous, parce que je trouve que c'est un monde qui est beaucoup trop inconnu, dans lequel il y a des milliards de petits êtres vivants, et ça c'est extrêmement important. Alors on va commencer par la question, c'est quoi l'intestin? Okay, en fait, notre corps il est constitué de plein d'organes, dont la plupart nous sont complètement inconnus. Notre cerveau voit des choses et nous envoie des informations qu'on va analyser, d'accord? Mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, la plupart du temps, et heureusement j'ai envie de dire, c'est plutôt un énorme mystère. Et jusqu'à présent, l'intestin, ce n'était pas obligatoirement la chose qui passionnait le plus les chercheurs. Le cerveau, le cœur, les autres organes, mais l'intestin. Okay, et pourtant, beaucoup de réponses se trouvent à l'intérieur. On n'a généralement pas conscience de tout le travail qui sont effectués par nos organes, mais particulièrement par notre tube digestif, dont fait partie l'intestin. C'est l'un des organes les plus importants de notre corps. Intestin dont on peut avoir parfois un peu honte du fait que ça peut faire des bruits bizarres, okay, mais souvent tout se passe indépendamment de notre volonté. Mais parce qu'on a eu honte de cette dimension-là, eh bien le fameux ok, et bien en fait, à cause de ça, c'est un organe qui a été complètement dénigré. Mais il y a plein de secrets, parce qu'on a vraiment sous-estimé. On ne le connaissait pas vraiment jusqu'à présent. C'est donc vraiment grand temps d'apprendre à faire sa connaissance. Et vous allez voir que l'intestin a un fonctionnement extrêmement complexe, et il est nécessaire d'évacuer ce qu'il contient, que ce soit les excréments, que ce soit les gaz, mais c'est extrêmement aussi de comprendre à quoi il sert. L'extrémité de l'intestin est formée de deux sphincters, un sphincter interne et un sphincter externe, que notre cerveau contrôle en fonction des circonstances. D'accord ? Parfois, vous allez pouvoir contracter, parfois, vous allez pouvoir décontracter à mesure que vous êtes seul ou pas. Vous avez très bien compris de quoi je parle. D'accord ? Mais il faut obligatoirement une harmonisation entre les deux pour être en équilibre. Le sphincter interne demande à l'externe s'il peut évacuer, et l'externe lui répond en fonction des circonstances. Mais si l'externe répond trop souvent négativement, ça peut créer des troubles intestinaux, ça peut créer des troubles digestifs.
D'accord? En plus, afin d'avoir un transit facile, il ne faudrait pas s'asseoir pour faire ses besoins. Ok? Parce que le rectum se trouve coincé, ce qui entraîne des problèmes au niveau des hémorroïdes, des inflammations ou encore des varices. Il y a des études qui montrent que dans les pays où la coutume veut que l'on s'accroupisse pour faire ses besoins, les fameuses toilettes TUC, eh ben, les problèmes sont beaucoup plus rares. On sait aujourd'hui qu'une grande partie des AVC pourrait également provenir de nos problèmes intestinaux et du fait qu'on a parfois du mal à aller à la selle. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de dire, mais la contraction, les efforts, la poussée et toutes les réactions en chaîne poussent parfois à exercer des pressions sur les artères de notre cerveau qui peuvent ensuite avoir une contre-réaction. D'accord? Vous allez voir qu'avec un petit peu d'astuce, c'est possible de se mettre en bonne position, même dans nos toilettes habituelles. Avant de faire ça, ben oui, parce que je vais vous expliquer comment faire caca, mes amis. Ça peut paraître dingue. Je sais que parfois je me pose, pourquoi tu as fait toutes ces études pour un jour pouvoir dire, je vais vous apprendre à chier. C'est très important, parce que ça va vous éviter bien des problèmes, mes petits chouchous. D'accord? Alors, si vous faites les homework cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de me faire des retours. D'accord? Vous pouvez les garder pour vous. Simplement, dites-moi si cette capsule vous a aidé. Mais promis, avant la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment faire caca de la bonne façon. D'accord? J'hallucine quand je dis ça. Mais enfin, c'est pas grave. Ça sert aussi, cette chaîne, c'est aussi pour être pratique. D'accord? On va d'abord réfléchir à c'est quoi le chemin qu'emprunte la nourriture pour passer de la bouche, le corps et à l'extérieur. D'accord? C'est-à-dire que quand on ingère de la nourriture, okay, tout commence dans la bouche avec les papilles salivaires et les glandes salivaires. D'accord? On va faire un pré-travail. La salive, elle a des vertus antidouleurs et antidépresseurs. Ah, au passage, vous saviez ce que c'est que la salive? La salive, c'est du sang filtré. D'accord? C'est important, je sais que ça peut paraître bête, mais c'est juste pour vous prouver qu'avant de pouvoir engager tout ça, eh bien, vous devez savoir qu'on a une machine parfaite. Et que cette machine parfaite, c'est vraiment important d'en prendre soin. Ce que vous faites en suivant cette chaîne, donc c'est top. En tout cas, c'est certainement la raison pour laquelle, lorsqu'on ne se sent pas très bien, on a tendance à manger plus pour produire davantage de salive, parce que ça va nous apaiser un peu. La salive, elle est également un très bon antibactérien, très puissant, et vous devez savoir qu'on va en produire entre 1 à 1,5 litre par jour. Maintenant, on en produit beaucoup moins la nuit, ce qui explique l'effet un peu pâteux du matin au réveil, parce que les bactéries ne sont pas éliminées comme pendant la journée. En tout cas, dans la bouche se trouve également la langue, premier rempart contre les agressions extérieures. On a les amygdales aussi, qui vont être aussi le premier système immunitaire du corps, qui finit son apprentissage vers l'âge de 7 ans. Donc, mes chouchous, je vous déconseille de les enlever avant cet âge-là. Si vous devez enlever les amygdales, rien à voir avec l'amygdale qui est dans le cerveau. D'accord? En tout cas, la bouche, c'est la première barrière du corps contre les bactéries et ça lui permet de se renforcer. Si quelque chose paraît dangereux à notre bouche, celle-ci n'accepte pas de le laisser entrer, okay, puis la nourriture pourra ou ne pas rentrer ou rentrer. Par exemple, si vous avez quelque chose qui au goût vous semble pas bon, c'est une réaction automatique de dégoût et ce dégoût vous dit « j'en veux pas ». D'accord? Si c'est bon, si c'est acceptable, la nourriture va continuer son chemin en parcourant le tube digestif. Elle commence à descendre le long de l'œsophage pour se rendre jusqu'à l'estomac. Premier passage. Elle passe sur le côté, ce qui va lui permettre d'éviter la pression de l'abdomen en cas de fou rire par exemple. Et elle arrive ensuite dans l'estomac, qui est situé un tout petit peu plus haut que ce que l'on croit. La partie haute de l'estomac se termine là sous les côtes. D'accord? Elle est constituée de deux côtés, un côté court pour le liquide qui passe directement dans l'intestin grêle et un côté renflé dans lequel les aliments solides sont triés entre ceux qui peuvent être directement évacués et ceux qui nécessitent d'être encore malaxés. Une fois encore, petite parenthèse, la cuisson des aliments permet une vraie économie d'énergie pour notre estomac parce que les aliments, ils arrivent dénaturés. D'accord? Donc la nourriture, ensuite, elle est envoyée dans l'intestin grêle
qui mesure entre 3 et 6 mètres de long. Et oui, c'est long. Et il est très propre et il est formé de ce qu'on appelle des villosités. C'est quoi? Ça veut dire qu'il fonctionne un peu comme une lessiveuse. Il désintègre les protéines, les glucides, les graisses, pour que les molécules riches en énergie puissent rejoindre le sang. Je vous rappelle la petite vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous expliquais les apports nutritionnels. Une fois dans le sang, ils vont être véhiculés tout simplement dans le foie qui va nettoyer et détecte toutes les substances qui sont nocives. Puis ensuite, tout ça, ça part, le sang en tout cas part vers le cœur. L'intestin grêle, on va revenir dessus, il détient le rôle le plus important dans la digestion. C'est là que sont détectées les allergies, à chaque fois. Mais l'intestin grêle, il a besoin de calme pour bien faire son travail. Donc, c'est important d'être stressé le moins possible, surtout pendant les repas. Okay, et puis à peu près 1 ou 2 heures après les repas. À la jonction entre l'intestin grêle et le gros intestin, on va trouver quelque chose qui s'appelle l'appendice. C'est un petit organe qui s'occupe, alors lui, il ne s'occupe pas de la digestion, mais il a un rôle important de défense contre les germes, ce qui lui vaut aussi souvent une espèce d'inflammation qui peut parfois, si l'inflammation est trop importante, l'appendice, eh ben, on va le couper. Ablation. Oui. Et puis enfin, il y a la nourriture. Elle va parvenir dans le gros intestin qui termine le travail de son collègue, l'intestin grêle. Lui, il va faire ça plus lentement, mais très sûrement. C'est-à-dire qu'il assimile les minéraux et il va produire les vitamines nécessaires au bon fonctionnement de tout le corps. Les excréments se situent, eux, dans la dernière partie du gros intestin et sont évacués par l'anus. Jusqu'à présent, c'est plutôt simple. Maintenant, on va voir autre chose. Je vais revenir sur la logique des aliments et on va voir de quoi ils sont composés. Alors, de quoi sont composés les aliments? C'est dans l'intestin grêle que seront triés les éléments bénéfiques des aliments. D'abord, il y a des sucres, les fameux glucides, okay, qui pris à l'état pur sont très vite assimilés par le corps. Mais dans certains aliments, comme le pain par exemple, le sucre contenu est plus long à extraire par l'intestin grêle, mais des réserves énergétiques vont être fabriquées pour notre corps. Okay. Ensuite, il y a les graisses, les fameux lipides qui constituent les particules les plus précieuses pour l'organisme. Elles forment un film protecteur pour les nerfs et toutes les cellules du corps. Donc c'est important d'avoir du gras. Elles sont filtrées par l'intestin grêle et transmises aux vaisseaux lymphatiques pour ne pas boucher les vaisseaux sanguins parce que c'est épais. Okay. Puis ils vont être regroupés dans le conduit thoracique et ensuite véhiculés vers le cœur. Maintenant, les graisses ne passent pas par le foie et ne sont pas triées. C'est ainsi qu'il existe des bonnes et des mauvaises graisses et qu'elles ne doivent pas représenter plus de 30% de l'apport énergétique quotidien. D'accord? Ça aussi, c'est important. Il y a aussi les acides aminés. Il y en a à peu près une vingtaine qui sont combinés ensemble. Et quand elles sont combinées ensemble, elles vont former les protéines. Les végétaux ne contiennent pas assez d'acides aminés pour créer les protéines nécessaires. On en trouve essentiellement dans la viande. Donc, une fois encore, si on est végétarien, avec un peu de connaissances, il est possible de combiner les végétaux. Le but, c'est de pallier d'éventuelles carences ou en prenant des compléments alimentaires. Alors, souvent, on m'a posé une question. J'ai eu ça au moins 3 ou 4 fois dans des conférences où je parlais de l'intestin. Les personnes sont venues me voir par rapport aux allergies et aux intolérances alimentaires. D'accord? En fait, les réactions allergiques sont dues à des problèmes de digestion dans l'intestin grêle. C'est ça que vous devez savoir. Une protéine n'a pas pu être fragmentée en différents acides aminés et n'a pas pu être assimilée par le sang. Donc du coup, la lymphe attaque la particule et la bouche est immédiatement avertie et provoque une réaction allergique au contact de l'aliment qui ne va pas être assimilable. Maintenant, il y a également plein d'intolérances sont répertoriées et s'expliquent par une mauvaise assimilation par le corps du fait d'une mauvaise digestion. Donc la digestion, c'est très important. Ce qu'on sait également, c'est que certaines particules telles que le gluten, le lactose, parfois le fructose, passent directement dans le gros intestin et ne sont pas digérées. Ça aussi, c'est très important. Donc, ça entraîne de graves troubles digestifs, mais aussi souvent des maux de tête
et des troubles nerveux. Pourquoi ça? Vous devez savoir que près de 70% des neurotransmetteurs qui sont dans notre cerveau sont fabriqués ici. Ok? Un exemple, la sérotonine, 70 à 80% est fabriquée dans les intestins. Okay. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre le mode de fonctionnement de votre intestin et tout votre mode de fonctionnement cérébral. Donc, on sait également que des personnes qui vont avoir des troubles intestinaux peuvent avoir des troubles comportementaux, notamment chez les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués TDAH qui ont en fait des troubles intestinaux. Donc c'est important d'avoir une approche plus globale qu'arrêter de penser que tout se passe dans la tête, surtout quand on a ici le deuxième cerveau. Il y a encore quelques années, on disait qu'il y avait 200 millions de neurones dans l'intestin. Les chiffres exacts aujourd'hui nous disent qu'il y a à peu près 500 millions. 200 millions de neurones, c'est l'équivalent du cerveau d'un chien. Et quand on voit comment c'est intelligent, cet animal, on imagine qu'il y a une véritable forme d'intelligence dans ce système nerveux-là aussi. C'était une parenthèse. Aujourd'hui, les aliments commercialisés contiennent de plus en plus de gluten, de sucre et de choses qui ne sont pas assimilables, contre lesquelles notre organisme se défend. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus d'intolérances qui sont recensées, parce qu'à chaque fois, notre corps se sent agressé. Alors maintenant qu'on a vu quel type d'aliments, c'est important de voir comment cette nourriture, elle est travaillée. D'accord ? C'est vrai qu'on n'a pas véritablement conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Pas toujours. Okay ? Quand on ingère de la nourriture, c'est comme si elle partait dans un énorme trou noir. Et ce trou noir, il est constitué de muscles lisses qui ne sont pas soumis au contrôle volontaire de notre cerveau. D'accord ? Donc vous avez les muscles lisses et les muscles striés. Les muscles lisses sont des muscles qui appartiennent à la sphère de l'inconscient. Les muscles striés, ce sont ceux qu'on contracte. D'accord ? Donc l'intestin, il a 3 couches de muscles lisses qui sont indépendants, donc indépendants aussi de notre volonté. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on appelle ça le système nerveux autonome. Vous comprenez? La nourriture, en fait, elle part pour un très grand périple. Tout d'abord, elle est vue, ok? Et selon ce que l'on voit, eh ben ça va générer des émotions. Ces émotions vont faire un appel salivaire qui envoie l'information à l'estomac, qui va commencer à produire des sucs gastriques. Okay. Ensuite, elle est sentie par nos récepteurs olfactifs qui se retrouvent rapidement dans la bouche, okay, dans laquelle commence le travail de mastication. On va transformer la nourriture dans ce qu'on appelle le bol alimentaire. Ce bol alimentaire, il est dégluti, il est envoyé dans le pharynx, okay, grâce à la salive, et il passe dans l'œsophage. Ça, ce parcours, tout le monde connaît. Par contraction musculaire, l'œsophage va permettre la progression du bol alimentaire vers l'estomac. Le passage de la bouche à l'estomac demande beaucoup de coordination entre les muscles et l'assistance d'un orthophoniste. Parfois, ça peut s'avérer nécessaire pour renforcer ces muscles. Oui, vous avez compris, un orthophoniste parfois, de faire des vocalises, de parler d'une façon particulière, de sortir des sons particuliers, permet de muscler ça. Okay ? Et du coup, de faire travailler en profondeur ces muscles de façon naturelle, parce qu'en fait, ce ne sont pas des muscles volontaires. Quand le bol alimentaire, il arrive aux portes de l'estomac, les muscles lisses vont se détendre pour le laisser entrer. Okay ? C'est-à-dire que là, il va être brassé dans tous les sens, jusqu'à l'obtention d'une toute petite particule, pendant que l'intestin grêle, lui, il est prévenu, et il va commencer à faire de la place pour l'accueillir. Les glucides, c'est ce qui passe le plus vite, en tout cas plus vite que les lipides et que les protéines. Okay ? Parce que ces particules vont continuer leur chemin jusqu'à l'intestin grêle, qui en extrait les nutriments et qui seront envoyés dans le sang. Environ 1 heure après avoir digéré, l'intestin grêle se nettoie complètement, ce qui peut lui prendre jusqu'à 6 heures en fonction du travail qu'il a eu à accomplir. Mais dès que l'on mange, il arrête. Okay ? C'est pourquoi c'est déconseillé de grignoter. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous ne mettez jamais votre système entérique en repos. Parce que dès que vous mangez, il reprend tout son travail de nettoyage. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous savez, si tout ce système-là, le système entérique, il consomme jusqu'à 30% de votre énergie. Pour rappeler, on a entre 22 et 25% max, selon l'activité cérébrale,
consommés par le cerveau, 30%, on a déjà 50%. Les deux cerveaux, cerveau cérébral et le cerveau intestinal, consomment déjà 50% de notre énergie dans ce que l'on mange. C'est juste énormissime. C'est-à-dire que quand vous courez, faites du sport, du jogging, toutes vos activités, tout le reste, c'est pour le reste du corps. Donc autant vous dire que tout ce que vous allez faire pour soulager au niveau mental comme au niveau entérique, c'est vraiment un acte de très très bonne santé. Ok, mes chouchous? Donc, on évite de grignoter et on essaye de laisser au minimum 5 à 6 heures entre les repas. D'accord? Une fois que les nutriments ils sont envoyés dans le sang, ce qui reste passe dans le gros intestin, qui lui termine tranquillement le lissage et le brassage pour ensuite évacuer. En fait, vous êtes conscient que c'est un travail long. Il faut en moyenne une journée pour que la nourriture qu'on vient de prendre initialement, qu'on vient d'avaler, soit finalement entièrement expulsée. Une journée. C'est clair pour vous? Très bien. Maintenant, mes chouchous, est-ce qu'il existe une bonne santé intestinale et une bonne santé mentale? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Ben, vous allez voir que oui. En fait, le cerveau, il est toujours en mouvement. L'intestin, lui, parce qu'il a une structure nerveuse très complexe, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le considère comme le deuxième cerveau, okay, lui va avoir un mode de fonctionnement très différent. Le cerveau peut être matérialisé par une carte divisée en plusieurs régions. Okay, je vous ai déjà parlé de différentes parties du cerveau. Les signaux envoyés par l'intestin se dirigent vers plusieurs zones. Et en fait, il y a des études qui montrent que l'ingestion de certaines bactéries agit sur certaines parties du cerveau. Et c'est ça qui pourrait entraîner des troubles nerveux. En tout cas, depuis peu, le phénomène de l'intestin irritable a été étudié et on essaie d'y remédier de plus en plus parce qu'on sait que l'intestin irritable a un impact sur nos modes de fonctionnement et nos comportements. En tout cas, l'hypothèse que l'intestin pourrait avoir une influence sur le comportement est plus que révélée aujourd'hui. En état de stress, le cerveau demande à l'intestin de lui fournir beaucoup d'énergie et il se met alors au repos. C'est ainsi que, par exemple, si vous avez des thérapies ou des accompagnements, ou si par hasard vous avez des relaxations quelque part dans des programmes qui vous permettent de vous détendre, okay, parce qu'ils utilisent une base hypnothérapeutique, et ben on sait que ça soigne bien les patients atteints de la pathologie de l'intestin irritable. La première des choses qu'on va conseiller à une personne qui a l'intestin irritable, c'est d'apprendre à faire de la relaxation. Alors, on sait que les antidépresseurs améliorent la faculté des nerfs à se transformer, d'où l'idée que les antidépresseurs, n'agissant que sur le ventre, seraient aussi efficaces que ceux agissant sur le système nerveux central. Alors, attention, je vous rappelle ma vidéo sur Alzheimer et les antidépresseurs. Mais une fois encore, il existe dans la nature et dans l'accompagnement des programmes. J'ai moi-même fait un programme sur vaincre dépression et burn-out, dans laquelle tout est fait justement pour que vous n'ayez jamais besoin de prendre de médicaments. Okay, en tout cas, il y a plein d'études qui montrent que nous ne sommes pas seulement une tête, mais aussi un intestin, et ce serait dans le chemin de transmission de l'intestin vers le cerveau que se formerait justement le fameux moi. En clair, notre corps, vous devez comprendre qu'il est aussi habité. On devrait considérer notre corps un peu, si on veut faire une comparaison, à une espèce de petite planète habitée par des bactéries. Et depuis peu, les recherches sont pratiquées pour justement étudier au mieux notre monde bactériologique. D'ailleurs, il y a même toute une médecine qui s'est développée autour de ça en disant que comme on a jusqu'à 3 à 5 fois plus de bactéries que de cellules dans la totalité de notre corps, ce serait plus intéressant de prendre soin de nos bactéries que de nos cellules. Et en tout cas, ces études, elles montrent que les bactéries sont présentes dans tous les organes, et particulièrement dans l'intestin, où 99% de la population microbienne est stockée. D'accord ? Il existe plein de bactéries différentes. La plupart sont très utiles, et si ces microbes ne se sentent pas bien, eh ben notre corps ne va pas bien non plus. Chaque système microbien est différent, il est unique, et différent et unique à chacun. C'est ça qui complexe parfois, d'abord les recherches et l'étude et notre mode de fonctionnement.
80% de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin, où le travail il est très dense du fait justement de devoir sans cesse trier les bonnes et les mauvaises bactéries. Il doit aussi faire la différence entre les cellules humaines et les cellules bactériennes, qui parfois sont vraiment très très ressemblantes. C'est le problème des groupes sanguins et des résus qui sont incompatibles, par exemple. Okay, en clair, les globules rouges s'enveloppent de substances ressemblant aux bactéries qui n'ont pas tous les mêmes aspects selon le résus et qui ne sont pas tolérés par tous les sangs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tri à faire. En tout cas, la plupart des bonnes bactéries empêchent la prolifération des mauvaises parce qu'elles prennent toute la place et empêchent les autres de s'installer. Il y a des études qui ont été menées sur des souris stériles permettent de montrer l'importance qu'ont les bactéries sur le bon fonctionnement du corps et justement de les isoler pour les étudier. Et ces études montrent également que la population microbienne influe sur notre personne. C'est-à-dire que la flore intestinale se forme dès la naissance, mais elle va arriver à maturité vers l'âge de 3 ans. Elle se forme et elle s'adapte à son environnement. Ça veut dire qu'un bébé africain n'aura pas les mêmes bactéries qu'un bébé européen, ce qui permet aussi à chacun d'assimiler la nourriture qu'on lui donne dans son environnement. Sachez également que si vous avez des animaux, vous n'aurez pas les mêmes bactéries qu'une personne qui n'a pas d'animaux, parce que vos animaux vous transmettent aussi des bactéries. Okay, mais pas obligatoirement des mauvaises bactéries. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on s'est rendu compte que les animaux pouvaient nous transmettre des bactéries qui nous rendent plus solides et renforcent notre système immunitaire. Naturellement, faire attention de ne pas faire n'importe quoi non plus. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous demander de vous rouler des pelles à vos chiens, mais parce que le simple fait d'être en contact avec eux fait que vous serez en contact avec le monde bactériologique. Mais en tout cas, on sait que les animaux, s'ils sont propres, s'ils sont élevés dans un environnement sympa et pas lâchés dans la nature, peuvent vous transmettre des bonnes bactéries. Cette flore intestinale, elle est modifiée tous les jours en fonction de ce que nous mangeons et des différentes périodes de notre vie. Elle peut nous sauver comme elle peut nous rendre hyper malades. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui nous protège ? Il y a 3 grandes catégories d'êtres vivants qui cohabitent dans notre intestin. Les levures, des petites cellules qui se nourrissent des déchets des bactéries, c'est ça les levures. Les bactéries, qui représentent 90% de la population intestinale. Okay, ces bactéries sont divisées en 5 souches elles-mêmes et qui sont ensuite divisées en plusieurs familles. Donc, on a des centaines de bactéries. Chaque être humain va posséder ses propres bactéries. L'idéal serait d'étudier les bactéries individuellement et non par famille, parce que certaines d'entre elles peuvent faire beaucoup de dégâts et ça va dépendre des individus. Les bactéries possèdent 150 fois plus de gènes que l'être humain. C'est-à-dire que des recherches sont entreprises pour étudier ces différents gènes et essayer de proposer des solutions à certaines maladies et aux problèmes, notamment de poids. On sait que la recherche bactériologique, c'est certainement la prochaine vraie recherche qui permettra de donner des réponses à l'obésité ou des choses comme ça. En tout cas, avec cette multitude de bactéries présentes dans l'intestin, il y a 3 grandes familles qui vivent ensemble et il y a toujours une famille qui domine les autres. Une famille qui est bactérienne, ce qu'on appelle les bactéroïdes, fabrique beaucoup d'énergie, ça produit ce qu'on appelle la biotine. La biotine, en fait, elle est nécessaire à notre corps parce qu'elle contient beaucoup de vitamines et protège contre les maladies de peau. La biotine aussi, elle a une grande vertu. C'est que si elle est produite en masse, elle participe également dans la construction de la myéline. Okay, et on sait que si vous êtes carencé en biotine, notamment, il y a des chances qu'il y ait plus tard une démyélinisation qui peut donner ou des Alzheimer ou des Parkinson ou des choses comme ça. Okay, donc, très important. Elle permet aussi de fabriquer des glucides, okay, et des lipides et de décomposer les protéines. En clair, une carence de cette bactérie peut entraîner aussi des problèmes de peau et puis des troubles nerveux. Souvent, les personnes qui vont avoir des problèmes de peau, mais je cherchais en fait, vous savez, tout ce qui est psoriasis, choses comme ça, évitez parfois d'aller chercher simplement dans ce que vous avez de visible. Allez voir au cœur de ce que vous êtes. Et beaucoup de personnes qui ont des troubles de la peau, en fait, ont en fait des troubles, des carences au niveau de ces bactéries. Il y a une autre famille de bactéries qui s'appelle la Prevotella. Alors, elle vit dans notre intestin
elle est le contraire de l'eau de famille et elle est souvent présente chez les végétariens. Elle est très utile parce qu'elle produit de la vitamine B1 qui nourrit les cellules nerveuses, empêche des troubles nerveux très importants, par exemple tout ce qui va être tremblement, les pertes de la mémoire, les maux de tête. Et puis il y a une dernière famille qui est répertoriée, attention le nom il est très dur, c'est Ruminococcus. Ruminococcus. L'exercice c'est de le dire 3 fois très très vite. Mais le Ruminococcus est source de désaccords entre les scientifiques. Il y a certains qui disent que même ça ne sert à rien d'en parler. Mais si elle existe réellement, elle produirait ce dont le corps a besoin pour fabriquer le sang. Donc là, il y a ce qu'on appelle chez nous un CLAL, une petite différence scientifique. Les nouveaux scientifiques vous diront que cette bactérie est importante, les anciens, pas du tout. Dépend des connaissances et des personnes qui ont formé et des recherches qu'il y a. Mais toutes les nouvelles recherches vont plutôt dans le sens que cette bactérie existe. Et comme elle est à la base de la création du sang, il pourrait y avoir à travers ce phénomène quelque chose d'important sur la fabrication à terme, grâce à cette bactérie, de sources de sang. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, vous l'aurez compris, sans les bactéries, nous ne pourrions pas décomposer les aliments, ni nourrir nos organes. Ça poserait vraiment problème. En clair, elles décomposent ce que nous mangeons pour les fabriquer, fabriquer les vitamines, et puis toutes les autres substances qui sont nécessaires à notre bon fonctionnement, en tout cas au bon fonctionnement de notre organisme. En clair, en vrai, ce sont les bactéries qui nous nourrissent. Alors, autre chose qu'on pourrait dire, tout à l'heure je vous ai parlé des bactéries, certaines sont bonnes, certaines mauvaises. Donc en fait, qui nous attaque? Eh bien en fait, il y a certaines bactéries qui peuvent faire grossir. En fait, on a 3 hypothèses qui vont être avancées. La première serait que la flore intestinale, en fait, elle est moins diversifiée. Les bactéries qui s'occupent des glucides seraient majoritairement présentes et retireraient plus de substances de la nourriture pour les stocker. La seconde hypothèse consiste à dire que la présence des petites inflammations au niveau de l'intestin la pousserait à faire des réserves de graisse pour lutter, ce qui ferait grossir. La troisième hypothèse, très récente, dit que ce sont les bactéries qui décident de ce qu'on en a envie de manger et lorsqu'elles sont satisfaites, envoient un message de satisfaction au cerveau qui en redemande. En conclusion, le corps fonctionne autour de 4 axes, le cerveau, les bactéries, les aliments ingérés et le reste du corps. Tout doit être relié pour un bon fonctionnement général. On sait que par exemple le cholestérol peut être aussi un fléau et des études sont actuellement menées sur des bactéries qui réduiraient le taux de mauvais cholestérol naturellement sans prise de médicaments. Mais je vous rappelle par contre que vous avez besoin d'avoir du cholestérol, notamment pour la myéline. Il existe enfin un lien entre le cholestérol et la bile et les chercheurs essaient de trouver quel gène intégrer aux bactéries pour le combattre. Maintenant, il est nécessaire d'avoir aussi du cholestérol pour être vraiment en bonne santé. Je ne cesse de le répéter, c'est important. Si on parle des mauvaises bactéries, on sait que ce sont des parasites qui vont attaquer notre organisme. Mais ça se fait en permanence. Elles sont très nombreuses, elles sont à l'affût pour s'introduire dans notre corps. Parmi elles, la salmonelle, que vous connaissez bien, on entend souvent parler, présente dans les céréales et donc dans les chairs de viande, de poulet et dans les œufs. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que l'on mange. Évitez de manger des produits trop industrialisés, ça aussi c'est important. Choisissez des petits producteurs, c'est mieux. Faites attention à la consommation, consommez bio aussi, parce qu'une fois encore, je sais qu'il y a des personnes qui disent « non, le bio c'est de la merde ». Non, 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 le bio, il y a d'abord une intention. Il y a ensuite, au-delà de l'intention, il y a des critères qui sont spécifiques et qui font que quand même, on a beaucoup plus de chances d'avoir un certain respect dans cette filière-là que dans une autre. Maintenant, sachez aussi une chose, que la plupart de ces bactéries qui sont néfastes meurent à la cuisson, mais se multiplient très vite. C'est-à-dire que si vous lavez bien à l'eau chaude vos aliments, que vous les faites bien cuire, ça permet d'éviter beaucoup de choses. Il y a aussi d'autres bactéries qui sévissent et qui peuvent entraîner de graves troubles gastriques allant jusqu'au cancer de l'estomac. D'accord ? On sait aussi qu'il y a certains parasites tels que la toxoplasme présent dans l'intestin du chat se transmettent à l'homme et agiraient sur les parties du cerveau responsables de la peur, des odeurs et du comportement. Les vers ont aussi une capacité d'adaptation à l'environnement et peuvent très vite devenir très gênants. Notre corps est donc vulnérable. Il faut le protéger contre ces agresseurs extérieurs.
Comment on se protège de ces attaques extérieures? Écoutez, le culte de la propreté est de plus en plus présent. Malheureusement, à trop nettoyer, on tue les bonnes comme les mauvaises bactéries. Maintenant, 95% des bactéries sont utiles. Donc, afin de nettoyer sainement, il convient de respecter certaines règles élémentaires et surtout ne pas utiliser des produits trop puissants. Okay, nous voulons un intérieur propre, ok, mais notre intestin ressemble à une forêt. Il est propre lorsqu'il y a un équilibre. D'accord? Il y a 3 facteurs pour les nettoyer. D'accord? Les antibiotiques, les probiotiques et les prébiotiques. Vous en avez tous entendu parler. Je vais vous les développer juste un tout petit peu. Les antibiotiques tuent les agents pathogènes, mais tuent également les bonnes bactéries. Ce sont les bactéries qui produisent les antibiotiques. Ils sont donc inefficaces contre le virus. Contre les virus, pardon. Donc, c'est important d'être prudent avec la prise d'antibiotiques parce qu'ils stérilisent les bactéries et modifient considérablement la flore intestinale. On dit notamment que dans les eaux que nous buvons, les eaux de robinet, il y a tellement d'antibiotiques à l'intérieur qu'en fait, avec le temps, on est devenu résistant aux antibiotiques. C'est pour ça que si vous remarquez bien, entre les antibiotiques d'aujourd'hui et ceux d'hier, on dit qu'ils sont moins efficaces aujourd'hui. En fait, ils sont aussi efficaces, mais on a augmenté une grande résistance. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont menées pour connaître les conséquences à long terme de leur prise, mais je sais qu'il apparaît qu'il ne faut pas en abuser parce qu'ils ciblent les mauvaises bactéries et peuvent oublier certaines qui restent dans notre corps et deviennent très 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 résistantes. L'alternative des plantes, ça peut être efficace, mais dans certains cas, parfois, on doit sacrifier ces bonnes bactéries pour pouvoir guérir aussi. Il y a également les probiotiques. Ce sont les bactéries bénéfiques à notre organisme. Nous en avalons des milliards chaque jour. Elles se trouvent principalement dans les plats fermentés. Aujourd'hui, la conservation des aliments se fait grâce au vinaigre, ce qui en tue une grande partie. D'accord ? L'opinion publique croit que les bactéries sont mauvaises pour la santé et qu'il faut les éliminer. Mais des études ont montré qu'en fait, elles sont bénéfiques et elles évitent des désagréments gastriques. Ça vous est arrivé de voir des personnes qui sont par exemple des SDF, qui sont exposées à l'extérieur, qui mangent ce que les autres ne veulent plus manger, et pourtant ils sont hyper résistants. On peut se poser aussi des questions aussi. D'accord ? C'est pourquoi aussi on trouve maintenant des probiotiques dans les yaourts et sous forme médicamenteuse. Alors, moi je préfère tout ce qui va être complément alimentaire plutôt que les fameux alicaments, parce que j'y crois moyen, d'accord ? Mais c'est quand même un concours. Les alicaments, c'est devenu vraiment, franchement, le marketing du siècle. Et on a mis un effet, ce qu'on appelle en neuromarketing, un effet halo. On met un halo de technicité, de médecine autour de tout ça, mais ça reste quand même des médicaments, des choses qui sont industrialisées, d'accord ? Et en tout cas, je reviens sur les probiotiques, leur champ d'action s'opère au niveau de l'intestin, qui lui est protégé, qui va récupérer beaucoup plus de nutriments. En tout cas, ces probiotiques empêchent également les mauvaises bactéries de s'installer et vont permettre au système immunitaire de se renforcer et de lutter contre les allergies, par exemple. Donc, si vous prenez des probiotiques, prenez des probiotiques dans des endroits où on vous les propose, dans un endroit réfrigéré. Parce que dès qu'ils sont atteints à une température ambiante, ils perdent 70% de leur efficacité. En tout cas, à l'heure actuelle, les recherches ne sont pas encore assez avancées pour dire si tel ou tel probiotique sera efficace contre tel ou tel mal. Et le chemin à parcourir, je pense qu'il est encore très 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 long. Mais on sait que, notamment après avoir pris des antibiotiques, de prendre des probiotiques, ça peut être vraiment bénéfique. Les prébiotiques, enfin, ils aident les bonnes bactéries qui sont déjà présentes dans l'intestin à bien se porter. D'accord ? On les trouve dans les fibres alimentaires qui sont peu ou pas assimilées par les mauvaises bactéries. D'accord ? Le souci, c'est que l'on n'en mange pas suffisamment. Ils sont également conseillés pour prévenir notamment le cancer du côlon. Donc, mangez des fibres, mes chouchous. Mangez vraiment des fibres, mais je vous donnerai des conseils là-dessus sur les prochains cours d'alimentation. D'accord ? En tout cas, depuis quelques années, on met des prébiotiques dans le lait maternisé. Le but, c'est d'améliorer la tolérance et de réduire les risques d'allergie. Donc, s'ils ont fait ce choix, ce n'est pas un choix qui est profondément stupide. En tout cas, vous l'aurez compris que prendre soin de son intestin, c'est de prendre soin d'une très grande partie de sa source énergétique, de son cerveau. Faites attention à ce que vous mangez. Naturellement, faire du sport
avoir une activité physique, sans faire du sport comme un cinglé, avoir une activité physique, une marche nordique, c'est extrêmement bon pour le corps et pour les intestins. Et ça suffit, par exemple, faire 3, 4 fois, 5 fois une marche de 30 minutes dans la semaine, c'est faisable. Marche nordique, c'est entre la marche normale et la petite foulée. Okay, et bien ça suffit aussi pour stimuler les muscles lisses qui sont à l'intérieur de tout le système que je vous ai expliqué, parce que ça c'est bon pour lui. La deuxième chose aussi, c'est que ça stimule le bon fonctionnement de notre système intestinal. Bref, si vous prenez soin de votre système entérique, vous prendrez grand soin de votre cerveau. N'allez pas penser toujours que nos problèmes se situent au niveau mental, ils se situent beaucoup au niveau du système intestinal. D'accord ? Ce que je vous propose, je vous ferai une petite vidéo sur comment bien nettoyer et bien démarrer sa journée avec une petite recette, notamment d'un petit cocktail qu'on peut prendre en début de matinée pour cibler vraiment le bon fonctionnement de la journée de son système entérique. D'accord ? En attendant, dites-moi dans les commentaires si ces informations vous ont semblé utiles. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Inscrivez-vous maintenant sur le programme NeuroBrain Weeks. C'est gratuit, des conférences, des interviews, des webinaires, tout ça pour vous, que sur le cerveau.